Imaginez la scène. Une femme hurlant dans un asile victorien, tandis que deux hommes pelletent du charbon au sous-sol, alimentant une machine à vapeur reliée à un bras mécanique qui passe par un trou dans le mur. Ce n'était pas de la torture. C'était le traitement médical prescrit pour les femmes qui manifestaient une expression émotionnelle excessive. Ils ont appelé cette machine le manipulateur. George Taylor l'a breveté en 1869. Les documents du brevet sont toujours disponibles, bien que la plupart des historiens de la médecine préfèrent les ignorer. Ce qui a commencé comme un massage pelvien a évolué vers quelque chose d'infiniment plus sombre. Voyez-vous, les mains des médecins se fatiguaient, 1 heure par patiente, parfois plus, pour atteindre ce qu'ils qualifiaient cliniquement de paroxysme hystérique. Alors ils l'ont mécanisé, puis ils l'ont électrifié. En 1883, l'appareil de Mortimer Granville, alimenté par une batterie de 40 livres, réduisait le temps de traitement à 5 minutes. Efficace, progressiste, minutieusement documenté dans les revues médicales comme un soin de santé révolutionnaire. Mais les dispositifs mécaniques n'étaient que la première phase. Lorsque les médecins victoriens ont réalisé qu'ils pouvaient guérir l'hystérie de manière permanente par une intervention chirurgicale, la véritable horreur a commencé. Les archives de l'asile de Londres contiennent des comptes rendus détaillés de procédures qui seraient aujourd'hui considérées comme des crimes de guerre. Avant de vous montrer ce qu'ils ont fait à Charlotte Perkins Gilman, vous devez comprendre, chaque institution médicale a approuvé cela. Absolument. Toutes. Sans exception. Laissez-moi vous emmener dans ces archives médicales en 1898, où la main gantée d'un chercheur tremble en lisant les notes de présentation du Dr. R. Maurice Bucke, lors de la réunion de l'Association américaine médico-psychologique à Saint-Louis du 10 au 13 mai, une conférence à laquelle assistaient tous les plus grands psychiatres d'Amérique du Nord, et les mots sur ce papier jauni se brouillent à mesure que toutes les implications deviennent claires. L'ablation chirurgicale d'organes sains pour restaurer la santé mentale, et ce n'était pas une théorie marginale proposée par un médecin isolé, mais la norme de soins acceptée, présentée sous un tonnerre d'applaudissements, documentée dans les actes de la conférence qui ont survécu, on ne sait comment, alors que tant de dossiers de patientes ont mystérieusement disparu, et lorsque ce document tombe de ses doigts tremblants, nous voyons l'entête qui change tout. Asile de Londres pour les aliénés, pavillon des femmes, intervention chirurgicale, 1895,98. Et en dessous, un chiffre qui vous glace le sang. 3847 interventions réalisées. Pensez à ce chiffre un instant. 3847 femmes ont subi l'ablation chirurgicale de leurs organes reproducteurs, non pas pour un cancer, non pas pour une maladie, mais pour avoir lu trop de livres, pour avoir refusé des demandes en mariage, pour s'être masturbées, pour leurs opinions politiques, pour avoir voulu voter, et ce n'étaient pas des procédures désespérées réalisées dans des cliniques rurales arriérées, mais des opérations menées dans les institutions médicales les plus prestigieuses d'Europe et d'Amérique, de la Salpêtrière à Paris, à l'hôpital de Pennsylvanie à Philadelphie, chacune méticuleusement documentée avec des évaluations comportementales avant et après, qui se lisent comme un extrait d'un cauchemar dystopique où des termes comme « restaurer à la docilité féminine » et « guéri des prétentions » intellectuelles étaient estampillés comme des résultats positifs. Que feriez-vous si vous découvriez que le dossier médical de votre arrière-grand-mère contenait ces procédures? Car statistiquement, si vous aviez des ancêtres féminines dans l'Europe ou l'Amérique victorienne, au moins l'une d'entre elles a rencontré ce système, et ce qui est vraiment terrifiant, ce n'est pas seulement que cela s'est produit, mais que nous sommes sur le point de découvrir que les opérations chirurgicales étaient en fait l'option la plus clémente par rapport à ce qui a suivi. Le cri résonne dans les rues brumeuses du Londres victorien en 1859, dépassant les lampadaires à gaz où des dames en crinoline se hâtent de passer devant les calèches de l'asile qui ramassent quotidiennement des femmes. Le Dr Edward Tilt publie son affirmation. 25% de toutes les femmes souffrent d'hystérie. Les symptômes: évanouissement, nervosité, insomnie, rétention d'eau, spasmes musculaires, irritabilité, perte d'appétit et le plus révélateur, une tendance à causer des ennuis. Toute femme qui remettait quoi que ce soit en question
pouvaient être diagnostiquées comme hystériques. Lire des romans, écrire de la poésie, le désir sexuel, l'absence de désir sexuel. Le manuel Merck les répertoriait comme des symptômes légitimes nécessitant une intervention immédiate. Le journal d'Elizabeth Garrett de 1862 décrit son diagnostic. Le docteur a informé Père que mon désir d'étudier la médecine était en soi la preuve d'un esprit dérangé. Lorsqu'elle a contesté cela, la réponse du médecin fait froid dans le dos. Le simple fait que vous remettiez en question mon diagnostic prouve à quel point votre esprit est devenu malade. Un piège inéluctable où le déni confirmait la culpabilité et l'acceptation signifiait se soumettre à tout traitement que ces hommes jugeaient nécessaire. Les Grecs ont commencé. Les Victoriens ont perfectionné. Et nous vivons encore avec les conséquences. Remontons à 2000 Av. G. C. Ou le papyrus de Kaoun. Le plus ancien document médical que nous possédions décrit les maladies des femmes comme étant causées par l'utérus, se déplaçant spontanément dans le corps comme une créature parasite en quête de satisfaction, et les médecins égyptiens prescrivaient de placer des odeurs agréables près du vagin et des odeurs fétides au niveau du nez pour ramener cet organe errant à sa place, une théorie si absurde mais si durable que 4000 ans plus tard, les médecins victoriens pratiquaient essentiellement la même médecine avec des outils plus sophistiqués. Hippocrate, le père de la médecine dont les médecins prêtent encore le serment aujourd'hui, a déclaré que l'utérus pouvait voyager à travers le corps d'une femme, provoquant suffocation, convulsions et folie lorsqu'il devenait sec par manque de semences masculines, et ces traitements impliquaient le mariage et la grossesse comme seul remède, établissant une tradition médicale qui prescrivait littéralement le viol comme soin de santé. Puis vint Galien au IIe siècle, qui écrivit « Passio hysterica unum nomen est, variatamen » et Inumera accidentia sub se comprehendit, signifiant que l'hystérie a un seul nom mais d'innombrables symptômes, rendant commodément tout comportement féminin un signe potentiel de maladie, et il y ajouta sa propre touche, la rétention de semences féminines, qui devenait toxique sans libération régulière par les rapports sexuels, créant une justification médicale pour l'agression sexuelle qui persisterait pendant 2 millénaires. Le mot hystérie lui-même vient du grec foi hystéra, qui signifie utérus, définissant littéralement les femmes par leurs organes reproducteurs et déclarant ces organes comme la source de tous les maux féminins, un piège linguistique qui faisait du corps de chaque femme une bombe à retardement de folie potentielle. Siècle après siècle, cette misogynie antique s'est durcie en un fait médical incontesté, transmis de médecin en médecin comme un savoir sacré, à travers la période médiévale où les femmes hystériques étaient brûlées comme des sorcières, à travers la Renaissance où elles étaient enfermées dans des couvents, à travers les Lumières où la raison n'a curieusement jamais remis en question pourquoi la moitié de la population était considérée comme intrinsèquement malade, jusqu'à atteindre le Londres victorien où la technologie moderne pouvait enfin appliquer les préjugés anciens avec une efficacité industrielle. La partie vraiment horrifiante n'est pas que les médecins victoriens croyaient à ces absurdités, mais qu'ils avaient 4000 ans d'autorité médicale pour les soutenir. Chaque manuel, chaque revue, chaque professeur répétant le même mensonge fondamental. Le corps des femmes est défectueux par conception et nécessite une intervention masculine pour fonctionner correctement. Le docteur Buquet à l'asile de Londres n'était pas un innovateur radical lorsqu'il retirait les ovaires des femmes pour guérir la folie. Il suivait une tradition plus ancienne que le christianisme, plus ancienne que l'Empire romain, plus ancienne que l'anglais écrit. Une tradition qui disait que les organes reproducteurs des femmes étaient l'ennemi et devaient être contrôlés, supprimés ou entièrement retirés. Ce n'était pas de la médecine. C'était une misogynie ritualisée, dotée d'un diplôme de médecine, et les machines qu'ils ont construites pour administrer ce traitement n'étaient que la dernière évolution de la plus longue fraude médicale de l'humanité, car lorsque le manipulateur n'a pas réussi à guérir les femmes de manière permanente, lorsque même des vibrateurs de 40 livres ne pouvaient pas supprimer l'autonomie féminine, ils se sont tournés vers quelque chose de plus définitif. Une machine à vapeur rugit derrière un mur. De l'autre côté, un trou. À travers lui émerge le manipulateur. La demande de brevet du Dr George Taylor
déposé cette année-là auprès de l'Office des brevets des États-Unis, décrit un appareil de cure par le mouvement consistant en une table rembourrée d'environ 6 pieds de long et 3 pieds de large, de la taille d'une table à manger, avec une découpe stratégique au centre à travers laquelle une sphère vibrante entrerait en contact avec le corps de la patiente. Et les dessins techniques montrent des engrenages, des pistons et des arbres de transmission, toute la précision mécanique de la révolution industrielle appliquée à la chair féminine. La machine à vapeur nécessaire pour alimenter cette monstruosité ne pouvait même pas tenir dans la même pièce que la patiente, alors elle se trouvait au sous-sol ou derrière un mur, brûlant du charbon à un rythme de 50 livres par heure, générant suffisamment de bruit et de vibrations pour faire trembler tout le bâtiment. Tandis que 2 hommes, toujours des hommes, alimentaient la fournaise et surveillaient les manomètres, ajustant les vannes pour contrôler la vitesse et l'intensité des mouvements du bras mécanique. Pensez à cette image un instant. 2 hommes pelletant du charbon dans un sous-sol, la sueur coulant, les muscles tendus, faisant tourner ce moteur pendant qu'à l'étage, une femme était assise seule avec une machine, sans contact humain, sans contact visuel, juste le rythme mécanique implacable et la certitude que des étrangers contrôlaient son corps depuis une autre pièce. Le brevet décrit le traitement en termes purement cliniques. Vibration thérapeutique appliquée aux zones affectées pour soulager la congestion et restaurer une circulation saine, mais la réalité était une femme attachée à une table, pendant qu'un fallu à vapeur actionné par des hommes invisibles la martelait aussi longtemps que le médecin le jugeait nécessaire, parfois des heures, jusqu'à ce qu'elle atteigne un paroxysme hystérique ou s'évanouisse d'épuisement. Taylor a commercialisé le manipulateur auprès des sanatoriums et des grands cabinets médicaux, vantant son efficacité pour traiter jusqu'à 20 patientes par jour sans fatigue de l'opérateur, réduisant les femmes à des unités de production, leurs orgasmes à des quotas de fabrication, leur corps à des problèmes nécessitant des solutions industrielles. Le prix de $800, équivalent à 25 000 $ aujourd'hui, signifiait que seules les institutions les plus prestigieuses pouvaient s'en offrir un, transformant le viol mécanique en un symbole de statut pour les établissements médicaux progressistes. Les récits des patientes, quand ils existent, décrivent l'expérience dans un langage fragmenté et traumatisé. Le bruit terrible, le tremblement qui ne s'arrêtait pas, sentir mon âme quitter mon corps. Mais ces témoignages étaient rejetés comme une preuve supplémentaire d'hystérie, la preuve que le traitement fonctionnait, que la maladie se battait contre le remède. La Chattanooga Vibrator Company, qui a obtenu la licence du design de Taylor, a produit une brochure publicitaire en 1882 qui survit encore dans les archives de la Bibliothèque du Congrès, présentant des témoignages de médecins satisfaits louant la capacité infaillible de l'appareil à produire une crise thérapeutique même dans les cas les plus résistants. Et par cas résistants, ils entendaient les femmes qui se débattaient, les femmes qui refusaient de se soumettre, les femmes dont le corps ne fonctionnait pas sur commande. Les spécifications techniques révèlent la véritable horreur. Vitesse réglable de 1000 à 4000 vibrations par minute, contrôle de pression permettant jusqu'à 50 livres de force, et le plus troublant de tout, des attaches de contention répertoriées comme accessoires optionnels pour les patientes non coopératives, car lorsque la machinerie industrielle ne parvenait pas à briser la volonté d'une femme, ils ajoutaient simplement des chaînes. Si la vapeur était troublante, l'électricité a rendu la chose intime. En 1883, le docteur Joseph Mortimer Granville a dévoilé son vibrateur électromécanique, un appareil portable de 40 livres que les médecins pouvaient théoriquement emporter lors de visites à domicile, bien que la batterie à électrolyte liquide pesait à elle seule autant qu'un petit enfant et fuyait un acide qui brûlait les sacs médicaux et parfois la chair. C'était le progrès. C'était l'avenir. Le vibrateur est devenu le 5e appareil électrique approuvé pour un usage domestique, après la machine à coudre, le ventilateur, la bouilloire et le grille-pain, mais avant l'aspirateur ou le fer à repasser, car apparemment la société donnait la priorité aux orgasmes mécanisés plutôt qu'à des sols propres ou des vêtements repassés, bien qu'il n'aurait jamais admis que c'était ce qu'il priorisait. Les revues médicales ont explosé d'enthousiasme. The Lancet Foie l'a qualifié de « bénédiction pour le médecin traitant », tandis que le Foie Journal of the American Medical Association a loué sa remarquable efficacité dans les cas nécessitant une stimulation prolongée
et personne ne semblait remarquer, ou se soucier, qu'il décrivait une agression sexuelle avec le langage de l'innovation technologique. L'appareil de Granville était livré avec un assortiment de vibratodes, différents accessoires pour différentes applications thérapeutiques, y compris un accessoire rectal pour le massage interne, un accessoire mammaire pour la congestion mammaire, et diverses tailles d'accessoires vaginaux appelés par euphémisme applicateurs internes, le tout emballé dans un élégant coffret en acajou qui ressemblait plus à une trousse de toilette de gentleman victorien qu'à une collection de jouets sexuels médicaux. Le manuel d'instruction, conservé dans les archives médicales britanniques, se lit comme de la pornographie déguisée en procédure clinique. Appliquez le vibratode approprié avec une pression constante sur la région affectée, en maintenant un contact constant, tout en augmentant progressivement l'intensité jusqu'à ce que la patiente éprouve la crise thérapeutique indiquée par une rougeur de la peau, une respiration rapide et des contractions involontaires de la musculature pelvienne. En 1900, les fabricants américains avaient affiné le design de Granville, créant des modèles plus petits et plus légers qui ne pesaient que 10 livres et pouvaient être branchés sur les nouvelles prises électriques apparaissant dans les foyers de la classe moyenne, transformant ce qui avait été une horreur d'asile en une commodité domestique. Quelque chose qu'un mari pouvait acheter pour la santé de sa femme, quelque chose qu'une femme pouvait utiliser dans l'intimité de sa chambre pendant que sa famille dînait en bas, normalisant le traumatisme en soins personnels. Le catalogue Sears, Roebuck de 1902 proposait des vibrateurs pour $5, les présentant comme des aides à la santé, à la beauté et à l'harmonie conjugale, avec des illustrations de femmes souriantes en chemise de nuit tenant ces appareils contre leur cou et leur dos, bien que tout le monde sût que ce n'était pas là, qu'ils étaient réellement appliqués. Les entreprises de fourniture médicale envoyaient des représentants pour faire la démonstration de ces appareils aux épouses des médecins, organisant des « fêtes de la santé » où les femmes se réunissaient dans les salons pour découvrir les derniers traitements pour leurs troubles féminins, créant un système de marketing multiniveau pour la masturbation médicalisée que personne ne pouvait reconnaître comme sexuelle. La société Hamilton Beach, oui, ceux des Blenders, a breveté son propre vibrateur en 1902, le commercialisant comme plus fiable que le personnel de maison, une référence codée au fait que les servantes étaient souvent forcées de stimuler manuellement leur maîtresse dans le cadre de leurs fonctions, un détail qui apparaît dans plusieurs manuels de services domestiques de l'époque, mais qui a été soigneusement effacé de la plupart des histoires. C'était l'horreur de la normalisation. Ce n'était plus caché, c'était partout, dans les grands magasins et les catalogues de vente par correspondance, dans les magazines féminins, à côté des recettes de gâteaux des anges, approuvées par les médecins et achetées par les maris, jusqu'à ce que chaque foyer puisse devenir son propre petit asile. Ils se plaignaient d'avoir mal aux mains. Ils l'ont vraiment écrit. Le docteur Samuel Howard Monell, dans son traité de 1899 sur le massage gynécologique, a consacré 3 pages entières à décrire la fatigue du médecin résultant du massage pelvien manuel, déplorant que l'atteinte du paroxysme hystérique pouvait prendre plus d'1 heure de stimulation continue, provoquant des crampes dans les doigts, une tension au poignet et une douleur s'étendant jusqu'à l'épaule, comme s'il attendait de la sympathie pour le tribut physique que représentait le fait d'agresser sexuellement des femmes à des fins lucratives. Pouvez-vous imaginer? Ils étaient agacés par le désagrément. Le Foie British Medical Journal a publié plusieurs articles entre 1870 et 1890 discutant des techniques pour réduire l'épuisement du médecin pendant ses traitements, recommandant des positions de main spécifiques, suggérant d'alterner les mains, proposant même des approches d'équipe où les infirmières commenceraient la stimulation et les médecins finiraient, comme une sorte de course de relais médical grotesque où le témoin était le corps d'une femme. Le docteur Russell Thatcher-Trall a écrit en 1882 qu'il traitait parfois 40 femmes par jour pour l'hystérie, calculant qu'à 15 minutes par patiente au minimum, cela représentait 10 heures de travail manuel. Bien qu'il ait noté avec frustration que les cas difficiles pouvaient nécessiter 2 heures ou plus de massage continu pour obtenir le résultat souhaité, empiétant considérablement sur son quota quotidien de patientes et donc sur ses revenus. L'aspect économique était indéniable. À $5 par traitement en 1880, soit environ $150 d'aujourd'hui, un médecin traitant 20 patientes hystériques par jour
pouvaient gagner l'équivalent de 3 000 $ par jour. Mais seulement s'ils pouvaient accélérer le processus, le mécaniser, le rendre efficace, ce qui est exactement la raison pour laquelle les médecins sont devenus les premiers adeptes et les plus ardents promoteurs des appareils vibrants. Les conférences médicales comportaient des sessions entières sur l'efficacité thérapeutique dans le traitement de l'hystérie, où les médecins présentaient des articles intitulés « Maximisation du flux de patientes dans la gestion de l'hystérie » et « Considérations économiques dans la thérapie mécanique versus manuelle », discutant du corps des femmes avec le même langage que celui utilisé pour la production en usine, sans jamais mentionner le mot consentement, car le consentement ne faisait pas partie du vocabulaire médical lorsqu'il s'agissait de patientes. Les fois Transactions of the American Gynecological Society, fois de 1895, contiennent une table ronde où 12 éminents médecins débattent des mérites de divers dispositifs mécaniques, comparant les taux de vibration, discutant des niveaux de pression optimaux, partageant des conseils pour traiter les patientes résistantes, et pas une seule fois en 47 pages, quelqu'un ne demande si les femmes veulent ce traitement, si elles y consentent, si elles ont leur mot à dire sur ce qui est fait à leur corps. Le Dr John Harvey Kellogg, oui, l'inventeur des céréales, a beaucoup écrit sur son utilisation de chaises, de plateformes et de ceintures vibrantes dans son sanatorium de Battle Creek, se vantant que ces appareils mécaniques pouvaient traiter 200 femmes par jour avec une implication minimale du personnel, transformant l'agression sexuelle médicale en une opération à la chaîne où l'efficacité était la seule mesure qui comptait. Le document le plus glaçant que j'ai trouvé est une lettre du docteur Augustus Gardner à son collègue en 1878, où il écrit « L'ennui de ces traitements m'a presque poussé à abandonner complètement la pratique gynécologique jusqu'à ce que je découvre que le chloroforme rend la patiente docile et réduit considérablement le temps de traitement, admettant essentiellement qu'il droguait les femmes jusqu'à l'inconscience pour faciliter leur agression, et cette lettre a été publiée dans une revue médicale comme un conseil utile pour d'autres praticiens confrontés à des défis similaires dans leur pratique. Les dossiers chirurgicaux de l'Asile de Londres, découverts en 2008, cachés pendant plus d'un siècle dans une salle de stockage au sous-sol derrière un faux mur, ces documents contiennent les registres complets des expériences gynécologiques du Dr R. Maurice Buck, de 1895 à 1898, des comptes rendus méticuleusement détaillés de 3847 procédures effectuées sur des femmes dont le seul crime était de refuser de se conformer. Patiente 2-341. Mary S., 23 ans, admise pour lecture excessive et rejet d'un prétendant, a subi une ovariectomie bilatérale, l'ablation complète des 2 ovaires, le 15 mars 1896. Le Dr Buck, notant que les prétentions intellectuelles de la patiente ont cessé immédiatement après l'intervention, bien qu'il omette de mentionner qu'elle a également cessé d'avoir ses règles, a vieilli rapidement, a développé une ostéoporose sévère et est décédé à 30, et 1 an de complications qu'il n'a jamais pris la peine de documenter. La progression était toujours la même. D'abord venaient les traitements mécaniques, le manipulateur ou ses variantes, des séances durant des heures, des jours, des semaines, et quand les femmes ne cédaient pas, ne devenaient pas les créatures dociles que la société victorienne exigeait, le Dr Buck écrivait dans leur dossier « résistante au traitement conservateur, intervention chirurgicale indiquée », une condamnation à mort déguisée en recommandation médicale. Patiente 1-788. Elizabeth R., 19 ans, admise par son père pour un intérêt anormal pour les mathématiques, a enduré 6 mois de thérapie mécanique avant que Buck ne lui retire entièrement l'utérus, écrivant dans ses notes chirurgicales que l'organe ne montrait aucun signe de maladie mais son ablation était nécessaire pour restaurer l'équilibre mental, et Elizabeth a survécu à l'opération pour se pendre 3 mois plus tard avec des draps qu'elle avait cachés pendant des semaines. Les dossiers révèlent que Bucket effectuait en moyenne 4 opérations par semaine, les programmant comme une chaîne de production, les lundis pour les ovariectomies, les mercredis pour les hystérectomies, les vendredis pour les clitoridectomies. Oui, il retirait couramment le clitoris des femmes pour guérir une excitation sexuelle excessive, ce qui pouvait signifier n'importe quoi, de la masturbation au simple refus d'un mariage arrangé. Chaque dossier de cas comprend des photographies avant
et après, des femmes entrant dans l'asile avec le feu dans les yeux, en sortant avec un regard vide, leur corps violé, leurs organes retirés, leurs esprits si complètement brisés que Buquet pouvait tamponner « Guerrier » en encre rouge sur leur dossier. Les taux de mortalité sont manifestement absents de ces registres, mais un recoupement avec les registres des cimetières révèle la vérité. 47% des patientes opérées mouraient dans les 5 ans, soit de complications immédiates, d'infections, de suicides, ou de ce que les certificats de décès appelaient vaguement des troubles féminins. Un euphémisme pour meurtre médical. Patiente 3001. Sarah M. 34 ans. Une suffragette arrêtée pour avoir distribué des brochures sur le droit de vote des femmes, a subi ce que Buck appelait une stérilisation thérapeutique, lui retirant les ovaires, l'utérus et les trompes de Fallope en une seule opération de 4 heures sans anesthésie appropriée, car il croyait que la douleur elle-même a des propriétés curatives pour l'esprit hystérique, et les cris de Sarah étaient si intenses que les infirmières dans d'autres pavillons ont rapporté que des patientes suppliaient d'être libérées plutôt que de risquer un traitement similaire. Le document le plus accablant est la présentation de Buck à l'Association américaine médico-psychologique, où il a fièrement rapporté un taux de guérison de 92%, définissant la guérison comme la cessation des comportements gênants, sans jamais mentionner que la plupart de ces femmes étaient si traumatisées, si physiquement et psychologiquement brisées, qu'elles pouvaient à peine fonctionner et encore moins causer des ennuis. Ce n'étaient pas des procédures médicales, c'étaient des tentatives systématiques d'enlever chirurgicalement l'autonomie féminine, de découper littéralement les parties des femmes qui les rendaient humaines, et Buck a été célébré pour cela, publié dans des revues, invité à des conférences, salué comme un pionnier dans le traitement de la santé mentale des femmes, tandis que ses victimes disparaissaient dans les statistiques, leurs noms caviardés, leurs histoires enterrées, leurs corps détruits au nom du progrès. Pour celles qui échappaient à la chirurgie, il y avait quelque chose de sans doute pire. La cure de repos, du docteur Silas Ware Mitchell, dépouillait une personne de tout ce qui la rendait humaine. Pas de lecture, pas d'écriture, pas de conversation, pas de mouvement, juste des journées interminables passées au lit à fixer des murs blancs pendant que votre esprit se cannibalisait en quête de la moindre stimulation. Charlotte Perkins Gilman a été confiée aux soins de Mitchell en 1887. Souffrant de ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme une dépression postpartum, mais Mitchell lui a diagnostiqué une neurasthénie causée par une activité mentale excessive inadaptée à la constitution féminine, et a prescrit une abstinence intellectuelle complète, comme si la pensée elle-même était une maladie nécessitant une quarantaine. Le protocole de traitement, conservé dans les propres notes cliniques de Mitchell, se lit comme des instructions pour la torture psychologique. La patiente doit rester au lit 23 heures par jour, peut s'asseoir pendant 1 heure mais ne peut ni lire ni écrire. Doit manger sans utiliser ses mains, nourrie par une infirmière comme un nourrisson, ne peut recevoir de visiteurs à l'exception du médecin et du personnel autorisé. Les fenêtres doivent rester couvertes pour empêcher toute stimulation extérieure. Les murs doivent être nus de toute décoration et surtout, la patiente ne doit être autorisée à aucune activité créative ou intellectuelle que ce soit. Gilman a écrit plus tard qu'après 3 mois de ce traitement, elle était si près de la ruine mentale que je pouvais voir de l'autre côté, et quand elle a supplié Mitchell de la laisser écrire ne serait-ce que quelques mots par jour, il a répondu que son désir d'écrire était précisément le symptôme qui devait être guéri, que son esprit devait être débarrassé de ses habitudes contre nature, comme on dresse un animal sauvage. L'isolement était total. Les femmes restaient dans des pièces sombres pendant des mois, interdites de parler, sauf pour répondre à des questions médicales directes, leurs muscles s'atrophiant, leurs esprits se fragmentant, éprouvant des hallucinations que Mitchell documentait comme une crise thérapeutique nécessaire à la guérison, ne reconnaissant jamais qu'il rendait littéralement les femmes folles avec une précision médicale. Patiente après patiente, développait ce que Mitchell appelait la psychose de la cure de repos. Voyant des motifs dans le papier peint, entendant des voix dans les murs, sentant des mains invisibles les toucher, des symptômes que Mitchell interprétait comme l'hystérie luttant contre le traitement plutôt que des esprits se brisant sous un néant imposé.
Une femme, identifiée seulement comme Madame B dans les dossiers de cas de Mitchell de 1891, a passé 6 mois en isolement complet avant de commencer à manger ses propres cheveux et ongles, la seule stimulation à sa disposition, et la réponse de Mitchell a été de la mettre sous contention et de prolonger le traitement de 3 mois supplémentaires. L'aspect économique était particulièrement cruel. La cure de repos coûtait $20 par semaine, l'équivalent de $600 aujourd'hui, ce qui signifiait que seules les femmes riches pouvaient se permettre d'être lentement rendues folles dans le confort médical, tandis que les femmes de la classe ouvrière présentant les mêmes symptômes étaient simplement enfermées dans des asiles et oubliées. Imaginez être puni pour avoir pensé, vos pensées elles-mêmes traitées comme des symptômes, votre créativité diagnostiquée comme une maladie, votre intelligence considérée comme une pathologie nécessitant un traitement agressif jusqu'à ce que vous appreniez à adopter la soumission écervelée qui passait pour la santé mentale féminine. Le papier peint jaune. Le récit romancé de Gilman sur son expérience décrit le papier peint prenant vie, grouillant de femmes piégées, essayant de s'échapper, une métaphore si parfaite qu'elle en est douloureuse, car c'est exactement ce qu'étaient ces établissements de cure de repos, des prisons où les femmes regardaient leurs esprits se dissoudre dans les motifs des murs pendant que les médecins prenaient des notes et appelaient cela la guérison. Mitchell a traité plus de 1000 femmes au cours de sa carrière, notant fièrement que la plupart en sortaient convenablement soumises et acceptant leur rôle féminin, sans jamais reconnaître qu'il avait perfectionné une méthode pour lobotomiser médicalement les femmes, sans jamais toucher à leur cerveau, en utilisant l'ennui et l'isolement comme des outils chirurgicaux pour exciser les parties de leur personnalité que la société trouvait gênantes. Avant l'électricité, il y avait l'eau. De l'eau à haute pression, la douche pelvienne, inventée en France dans les années 1760 et perfectionnée dans l'espace européen dans les années 1860, consistait en une buse métallique reliée à un système d'eau sous pression qui pouvait délivrer des jets d'eau jusqu'à 30 livres par pouce carré directement sur les organes génitaux des femmes, commercialisée comme une hydrothérapie thérapeutique, mais fonctionnant comme une agression aquatique. Les médecins positionnaient les femmes sur des chaises spécialement conçues, les jambes écartées et attachées, tandis qu'un opérateur, toujours un homme, dirigeait le jet d'eau avec une précision mécanique, ajustant la pression et la température selon des protocoles médicaux qui se lisaient comme des manuels de torture, commencer avec de l'eau tiède à pression modérée, augmenter progressivement la température et la force jusqu'à ce que la patiente montre des signes d'approche de la crise, indiqués par des contractions musculaires involontaires et des vocalisations. Le spa de Baden-Baden en Allemagne, considéré comme le summum du luxe médical en 1863, faisait la publicité de ses traitements de douche pelvienne avec d'élégantes brochures présentant des images classiques de nymphes aquatiques et des promesses de restauration complète du système nerveux en moins de 4 minutes, sans jamais mentionner que ces 4 minutes impliquaient une pression d'eau assez forte pour provoquer des ecchymoses, administrées pendant que les femmes s'agrippaient à des barres de fer pour ne pas être projetées de la chaise de traitement. Le docteur Edwin Lee, visitant ces installations en 1865, écrivit avec enthousiasme avoir vu des femmes sortir des salles de traitement, le visage rouge, marchant d'un pas mal assuré, prétendant se sentir comme si elles avaient bu du champagne, manquant complètement ou ignorant délibérément qu'il décrivait des femmes traumatisées au point de dissocier, la réponse naturelle d'endorphine de leur corps à la douleur et à la violation étant mal interprétée comme un succès thérapeutique. Les salles de traitement elles-mêmes, conservées sur des photographies d'établissements médicaux de l'époque, ressemblent à des donjons médiévaux embellis de marbre et de laiton, des carreaux de céramique sur toutes les surfaces pour un nettoyage facile, des siphons de sol pour évacuer l'eau mélangée à tous les fluides corporels produits par le traitement, et ces horribles chaises, des tables d'examen gynécologique modifiées avec des étriers et des sangles, positionnées sous des systèmes de tuyauterie élaborés qui ressemblent plus à de l'équipement industriel qu'à des dispositifs médicaux. Les villes thermales à travers l'Europe rivalisaient pour offrir les installations d'hydrothérapie les plus avancées, avec Vichy, Marienbad et Bath installant des systèmes de pompage de plus en plus puissants, certains capables de délivrer de l'eau à 50 livres par pouce carré, une pression qui pourrait décaper la peinture des murs étant dirigée vers les parties les plus sensibles de l'anatomie des femmes
pendant que les médecins prenaient des notes sur la durée requise pour atteindre le paroxysme thérapeutique. Les récits de patientes qui survivent sont fragmentés et codés dans l'euphémisme victorien, mais la lecture entre les lignes révèle la vérité. L'eau était si forte que je craignais qu'elle ne me déchire, écrit une patiente anonyme en 1867, mais le docteur Hoffman m'a assuré que cette violence était nécessaire pour restaurer ma nature féminine, que ma résistance était elle-même un symptôme nécessitant un traitement agressif. Les femmes de la classe ouvrière qui ne pouvaient pas se permettre les traitements en spa recevaient une hydrothérapie caritative dans les hôpitaux publics, où elles étaient soumises à des traitements à l'eau glacée administrés avec des lances à incendie, soi-disant pour choquer leur système nerveux et le ramener à la santé, mais servant en réalité de punition pour la pauvreté, pour la sexualité, pour le simple fait d'exister en tant que femme et pauvre. L'hôpital de la Salpêtrière à Paris, où Charcot menait ses célèbres démonstrations sur l'hystérie, avait une aile d'hydrothérapie où jusqu'à 200 femmes par jour étaient soumises à ce qu'ils appelaient la douche disciplinaire, utilisant la pression de l'eau comme une arme pour imposer la conformité, pour briser la résistance, pour transformer la rébellion en une soumission épuisée qui passait pour la santé mentale, dans un monde où l'autonomie féminine était la maladie et le contrôle masculin le seul remède. Tout ce que vous avez entendu sur les vibrateurs victoriens, c'est pire. Et aussi, ce n'est pas ce que vous pensez. Le livre de Rachel Menz de 1999, La technologie de l'orgasme, nous a raconté une histoire que nous voulions désespérément croire, que les médecins victoriens étaient si ignorants sexuellement qu'ils ne réalisaient pas qu'ils donnaient des orgasmes aux femmes, qu'ils massaient innocemment les patientes jusqu'au paroxysme hystérique sans comprendre ce qu'ils faisaient. Un récit si parfaitement absurde qu'il est devenu l'histoire acceptée, engendrant des pièces de théâtre, des films, d'innombrables articles, tous répétant le même mensonge réconfortant qui nous permet de rire du passé au lieu de nous y confronter. Puis, en 2018, les historiens Ali Lieberman et Eric Schatzberg ont fait ce que personne n'avait fait en 10 à 9 ans. Ils ont réellement vérifié les sources de Maine, chaque citation, chaque document référencé, et ont découvert qu'aucun d'entre eux, pas une seule source, ne décrivait réellement des médecins victoriens utilisant des vibrateurs pour amener les femmes à l'orgasme comme traitement médical. La vérité que Maines a obscurcie est infiniment plus sombre, car les médecins victoriens savaient exactement ce qu'étaient les orgasmes féminins, en discutaient abondamment dans la littérature médicale en utilisant des termes comme spasme sexuel et crise vénérienne. Et lorsqu'ils pratiquaient le massage génital, ce qui était rare, ils savaient que c'était sexuel. Ils ne se souciaient tout simplement pas du consentement. Nous voulions croire à cette histoire ridicule parce que la vérité est insupportable. Ces médecins n'étaient pas des idiots maladroits stimulant accidentellement les femmes, c'étaient des hommes éduqués qui comprenaient parfaitement l'anatomie féminine et choisissaient de la violer quand même, non par ignorance, mais par un abus médical calculé, justifié par 2000 ans d'appellation des corps des femmes comme étant malades. Les véritables traitements documentés que Lieberman et Schatzberg ont découverts dans leurs recherches brossent un tableau entièrement différent. Les vibrateurs étaient utilisés sur les intestins, les reins, les poumons, la peau, partout sauf sur les organes génitaux dans la plupart de la littérature médicale. Et lorsque le massage génital était pratiqué, il était brutal, douloureux, délibérément traumatisant, conçu non pas pour créer du plaisir, mais pour épuiser les femmes jusqu'à la soumission par ce qu'un médecin appelait un débordement thérapeutique du système nerveux. Le mythe de Maine s'est propagé avec un tel succès parce qu'il a transformé une histoire d'agression sexuelle médicale systématique en une comédie sur la pruderie victorienne, nous permettant de glousser à l'idée de médecins masturbant innocemment des femmes au lieu de faire face à la réalité que l'établissement médical a sciemment torturé des femmes pour le crime d'exister en dehors des rôles sociaux prescrits. Les véritables revues médicales victoriennes, quand on les lit sans le montage sélectif de Maine, révèlent des médecins discutant de la manière de briser la résistance des femmes, d'utiliser des dispositifs mécaniques pour surmonter l'obstination féminine, d'appliquer des traitements malgré les protestations, car l'hystérie elle-même pousserait les femmes à résister à leur propre guérison.
le docteur Russell Troll a écrit en 1869, non pas sur la création de plaisir, mais sur l'épuisement de l'énergie nerveuse morbide par la stimulation mécanique jusqu'à ce que la patiente atteigne un état d'effondrement thérapeutique. Utilisant essentiellement les vibrateurs comme des instruments de torture conçus pour submerger le système nerveux des femmes jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement. Les documents de brevet des premiers vibrateurs incluent des caractéristiques que Menz a commodément ignorées. Des attaches de contention, des mécanismes de bâillon pour étouffer les cris, des réglages de pression pouvant causer des dommages internes, et des manuels d'instruction avertissant les opérateurs d'ignorer la détresse de la patiente, car cela indique l'efficacité thérapeutique. Ce n'est pas une histoire d'ignorance médicale, mais de sadisme médical, pas de médecins prudes découvrant accidentellement l'orgasme féminin, mais de médecins éduqués utilisant le corps des femmes comme une arme contre elles, employant des dispositifs mécaniques pour infliger un traumatisme précis, mesuré et documenté tout en l'appelant traitement, publiant leurs résultats dans des revues, remportant des prix pour leurs innovations dans l'art de briser la résistance féminine, tandis que les expériences réelles de leurs patientes étaient rejetées, détruites ou réécrites pour correspondre au récit selon lequel la souffrance des femmes était en réalité une guérison déguisée. Le catalogue Sears, Roebuck de 1902, page 438, entre les machines à coudre et les barattes à beurre. Vibrateur de mouvement suédois, $5 et 4,15 cents, fait vibrer les plaisirs de la jeunesse dans votre corps, restaurant les forces vitales et une santé vigoureuse aux femmes faibles et souffrantes. Page suivante, le vibrateur de Chattanooga apporte de bonnes nouvelles aux invalides féminines, pénétrant profondément dans les tissus affectés avec une action palpitante et vivifiante qui restaure la vitalité féminine naturelle. Ces publicités n'étaient pas cachées dans les revues médicales, elles se trouvaient dans les mêmes catalogues qui vendaient des jouets pour enfants et de la vaisselle du dimanche. Le catalogue Hamilton Beach de 1900, deux montrent leurs vibrateurs modèles, deux exposés sur un apperon en dentelle, vantés comme plus fiables que le personnel de maison au prix de $8, avec des plans de paiement disponibles. Chaque femme mérite la restauration que seule l'électricité peut fournir. Tournez la page. Batteur à œufs, moulin à café et masseur personnel pour l'épouse moderne cherchant à remplir ses devoirs conjugaux avec une vigueur renouvelée. Woman's Home Companion, mars 1908, publicité pleine page avec l'illustration d'une femme radieuse et éthérée. Pourquoi souffrir de troubles féminins quand le traitement vibratoire apporte un soulagement rapide? La chaise vibrante du Dr Kellogg, maintenant disponible pour un usage domestique, délivre de 1000 à 6000 vibrations par minute directement aux régions affectées, restaurant l'harmonie naturelle de la constitution féminine. Le langage codé était partout. Palpitant, pénétrant, profondément satisfaisant, libère les tensions, promeut l'harmonie conjugale, assure le contentement de l'épouse. Le magazine Foi moderne Priscilla, en 1915, publiait des publicités pour le vibrateur électrique White Cross avec des témoignages. Madame J. H. de Boston écrit « Depuis l'achat de votre appareil, mon épuisement nerveux a complètement disparu et mon mari remarque fréquemment l'amélioration de mon humeur. » Le catalogue de l'American Vibrator Company de 1913, découvert dans les archives de l'Institut Kinsey, répertorie 27 modèles différents avec des noms comme l'aide du gentleman, le compagnon de la mariée et l'ami de la veuve, chacun avec des accessoires de plus en plus élaborés décrits en détails mécaniques, mais sans jamais mentionner où exactement ces accessoires devaient être appliqués. Le magazine Foi Needlecraft, destiné aux femmes au foyer de la classe moyenne, présentait régulièrement des publicités pour des vibrateurs entre les patrons de tricot et les recettes. Pourquoi consulter des spécialistes coûteux quand des vibrations curatives peuvent être discrètement administrées dans votre propre boudoir? En 1917, il y avait plus de publicités pour des vibrateurs dans les magazines féminins que pour tout autre appareil électrique, normalisé, au point que le catalogue Montgomery Ward proposait un ensemble vibrateur familial, avec plusieurs accessoires, adaptés à chaque membre du foyer, bien que le plus petit accessoire était spécifiquement noté comme étant « pour les plaintes féminines uniquement ». Puis, 1920,
l'année où tout a changé. Des films pornographiques ont commencé à montrer des vibrateurs dans des contextes explicitement sexuels, et soudain, les publicités ont disparu du jour au lendemain, complètement effacées des publications respectables comme si elles n'avaient jamais existé. Car une fois que les hommes ont vu ce que les femmes faisaient réellement avec ces appareils, le prétexte médical s'est évaporé et les vibrateurs sont devenus clandestins pour les 40 années suivantes. La rapidité de ce revirement dit tout. Une année, les vibrateurs étaient des dispositifs médicaux vendus à côté des grille-pains. L'année suivante, ils étaient de la contrebande, illégaux à la vente dans de nombreux États. Car la seule chose plus menaçante que la sexualité féminine était la sexualité féminine qui ne nécessitait pas la participation masculine. Le catalogue Sears, qui avait vendu des vibrateurs pendant 2 décennies, a soudainement prétendu n'avoir jamais commercialisé de tels produits, détruisant ses anciens catalogues, prétendant que toute cette section de son activité n'avait jamais existé. Car admettre qu'ils avaient vendu des appareils sexuels à des femmes au foyer aurait détruit leur réputation d'entreprise familiale. Ces publicités ne vendaient pas seulement des produits. Elles documentaient l'ampleur massive de l'agression sexuelle médicalisée, prouvant que des millions de femmes étaient soumises à ces appareils, que c'était si normalisé que cela pouvait être commercialisé entre les moulins à café et les balais à tapis, que toute une société conspirait pour prétendre que la violation mécanisée était un soin de santé jusqu'au moment où le prétexte est devenu impossible à maintenir. Nous avons des noms. Nous avons des visages. Mary Thompson, 6 ans, internée à l'hôpital de Pennsylvanie en 1871 par son père parce qu'elle voulait aller à l'université, est décédée 3 semaines après une hystérectomie pratiquée pour guérir ses ambitions intellectuelles. Sa dernière lettre à sa sœur disait « Ils disent que retirer mon utérus me rendra heureuse d'épouser Thomas, mais je préférerais mourir que de renoncer à mon esprit, et elle est morte, de septicémie, seule. » Son certificat de décès indiquant comme cause la correction chirurgicale de l'hystérie. Elizabeth Garrett, celle qui voulait étudier la médecine, a eu de la chance car son père avait de l'argent. Mais sa servante Sarah n'a pas été aussi fortunée. Internée à l'asile de Bethléem en 1863 pour précocité sexuelle après avoir refusé les avances du frère d'Élisabeth, elle a été soumise à des traitements à l'eau glacée et à une thérapie mécanique jusqu'à ce qu'elle se noie dans la buanderie de l'asile plutôt que de subir une autre séance avec le manipulateur. L'intersection de la classe et de la race a tout aggravé. Margaret O'Brien, une immigrée irlandaise travaillant dans une usine textile de Boston, diagnostiquée hystérique après avoir organisé ses collègues pour exiger des heures de travail plus courtes, a été traitée de force avec un vibrateur devant ses collègues en guise d'avertissement, le propriétaire de l'usine payant le médecin pour effectuer des séances thérapeutiques publiques afin de montrer ce qui arrivait aux femmes gênantes. Anna Washington, une femme noire libre de Philadelphie, internée par son employeur en 1878 pour manque de déférence appropriée, a été soumise à des traitements expérimentaux que les femmes blanches étaient épargnées, y compris des douches caustiques qui ont causé des cicatrices permanentes, son dossier médical notant qu'elle était un sujet idéal pour une intervention agressive en raison de sa constitution robuste et de son incapacité à obtenir une représentation légale. Nous avons une lettre de Charlotte Mills, 13 ans, à sa mère en 1882. « Ils m'ont remise sur la machine aujourd'hui, maman, et j'ai crié si fort qu'ils m'ont bâillonné, mais le docteur dit que crier signifie que le traitement fonctionne et que je devrais bientôt être guérie, mais maman, je ne sais pas de quoi je suis guérie sauf de vouloir lire des livres. Et est-ce que lire est vraiment un si grand péché que Dieu exige cette punition ?» La mère de Charlotte, qui avait fait interner sa fille sur les conseils de leur médecin de famille, s'est suicidée 6 mois après la mort de Charlotte suite à une ovariectomie bâclée, incapable de vivre avec ce qu'elle avait laissé faire. Les Magdalene Laundries en Irlande combinaient la torture religieuse avec le traitement médical, forçant les femmes déchues à subir une thérapie mécanique comme pénitence pour des péchés sexuels réels ou imaginaires, la sœur Catherine écrivant en 1889 que les cris pendant les séances de traitement servent d'avertissement aux autres filles sur le salaire du péché, sans jamais se demander pourquoi un traitement médical devrait provoquer des cris. Rebecca Goldman, une immigrée juive de 22 ans.
interné à l'asile de Blackwell's Island à New York en 1895. Pour avoir pris la parole lors de réunions socialistes, a été gavée pendant une grève de la faim, puis soumise à une hydrothérapie violente qui a rompu ses organes internes. Mourant alors que son mari tentait désespérément d'obtenir sa libération, les tribunaux jugeant qu'il n'avait aucune qualité pour agir, puisque une femme hystérique ne peut être libérée à quelqu'un qui pourrait encourager ses délires. Les femmes amérindiennes ont fait face à quelque chose d'encore pire. La stérilisation forcée déguisée en traitement de l'hystérie, des générations entières éliminées sous couvert de soins de santé mentale, leurs enfants volés pendant qu'elles étaient institutionnalisées, leur corps utilisé pour des procédures expérimentales qu'aucune femme blanche n'aurait endurées, leur mort n'étant même pas enregistrée comme des décès, mais comme l'achèvement réussi du protocole de traitement. Elle était la fille de quelqu'un. Elle avait un nom. Chaque certificat, chaque dossier d'asile, chaque lettre représente une femme qui a ri, qui a aimé, qui a rêvé, qui a été détruite par un système médical qui voyait son humanité comme une maladie nécessitant un remède. Et le remède était toujours pire que tout ce qu'ils imaginaient être la maladie. Vous pensez que cela s'est terminé en 1950? Détrompez-vous. L'hystérie a simplement changé de nom pour devenir le trouble de conversion en 1980, le même diagnostic, le même rejet des symptômes des femmes comme étant psychologiques plutôt que physiques, la même croyance fondamentale que la souffrance féminine est en quelque sorte auto-infligée, psychosomatique, tout dans leur tête. En ce moment même, aujourd'hui, les femmes attendent en moyenne 7 ans, de plus que les hommes, pour recevoir des diagnostics pour des maladies comme l'endométriose, la fibromyalgie et les troubles auto-immuns, car les médecins supposent encore que les femmes exagèrent, sont théâtrales, cherchent de l'attention, exactement le même langage que les médecins victoriens utilisaient pour justifier les diagnostics d'hystérie. Une étude de 2018 a révélé que les femmes aux urgences signalant une douleur intense ont 40% moins de chances de recevoir des analgésiques que les hommes présentant des symptômes identiques, recevant à la place des sédatifs et des évaluations psychiatriques, car en 150 ans, nous n'avons toujours pas cessé de croire que la douleur des femmes est émotionnelle plutôt que physique. Le terme médical moderne, gaslighting médical, décrit exactement ce que les médecins victoriens ont perfectionné. Dire aux femmes que leurs symptômes ne sont pas réels, que leur douleur est imaginaire, que leurs préoccupations sont hystériques, jusqu'à ce que les femmes commencent à douter de leurs propres expériences, à remettre en question leur propre santé mentale, à accepter qu'elles sont peu, être vraiment juste difficile. Ce n'est pas de l'histoire. C'est le présent quand une femme signale une fatigue chronique et se voit prescrire des antidépresseurs au lieu de tests pour des conditions sous-jacentes, quand on lui dit que ses douleurs menstruelles invalidantes font juste partie de la vie d'une femme. Quand ses symptômes de crise cardiaque sont rejetés comme de l'anxiété, elle fait l'expérience du descendant direct du traitement de l'hystérie victorienne. Mais sans les vibrateurs. Le vocabulaire a changé, mais le rejet est resté. L'hystérie est devenue le trouble de conversion. L'épuisement nerveux est devenu le syndrome de fatigue chronique. Les troubles féminins sont devenus des symptômes médicalement inexpliqués. Mais c'est toujours le même refus fondamental de croire les femmes au sujet de leur propre corps. La culture du bien, être moderne, vend des bains de vapeur vaginaux et des œufs de jade avec le même langage que les médecins victoriens utilisaient pour les vibrateurs, promettant de restaurer l'équilibre féminin et de libérer les toxines, prouvant que nous sommes toujours convaincus que les organes reproducteurs des femmes ont besoin d'une intervention, d'une gestion, d'une correction constante. Les femmes sont toujours institutionnalisées contre leur gré à des taux plus élevés que les hommes, en particulier les femmes de couleur, et notamment les femmes noires qui sont diagnostiquées schizophrènes, à des taux 3 fois plus élevés que les femmes blanches présentant des symptômes identiques, les mêmes disparités raciales qui ont envoyé Rebecca Washington subir des traitements expérimentaux pour l'hystérie en 1878. La psychiatrie reproductive, une spécialité médicale moderne, se concentre sur la manière dont les hormones des femmes affectent leur santé mentale, pathologisant la menstruation, la grossesse, la ménopause, chaque processus biologique féminin naturel
étant traitée comme une crise psychiatrique potentielle nécessitant une gestion médicale, une intervention pharmaceutique, une surveillance professionnelle. Les contraintes sont désormais chimiques plutôt que mécaniques, des ISRS au lieu de cures de repos, des benzodiazépines au lieu d'hydrothérapie. Mais l'objectif fondamental reste inchangé, rendre les femmes plus dociles, moins gênantes, plus faciles à gérer. Considérez ceci. En 2020, pendant la pandémie, les signalements de troubles de conversion et de troubles neurologiques fonctionnels ont explosé, presque exclusivement chez les travailleuses de la santé signalant des symptômes physiques après un stress extrême. Et au lieu d'enquêter sur un éventuel Covid long ou des expositions professionnelles, les médecins leur ont diagnostiqué l'équivalent moderne de l'hystérie, ont prescrit un traitement psychiatrique, ont suggéré que leurs symptômes étaient des manifestations psychologiques de l'incapacité à faire face aux exigences du travail. La même année, plusieurs femmes sur les réseaux sociaux ont documenté qu'on leur avait dit que leurs symptômes post-viraux étaient liés à l'anxiété, jusqu'à ce que des membres masculins de leur famille les accompagnent à rendez-vous et que soudainement des tests soient ordonnés, des diagnostics posés, un traitement fourni. Car la parole d'un homme a encore plus de poids médical que l'expérience vécue d'une femme. Le fil ininterrompu de l'hystérie victorienne à la pratique médicale moderne n'est pas seulement un parallèle historique, c'est une continuation directe. Les mêmes institutions, les mêmes écoles de médecine, le même système de croyances fondamentales qui dit que le corps des femmes est intrinsèquement défectueux et nécessite une gestion professionnelle constante, de préférence par des médecins masculins qui savent mieux que les femmes ce dont les femmes ont besoin. Ce n'étaient pas seulement les médecins, c'était tout le monde. Les maris qui traînaient leurs femmes chez les médecins parce qu'elles étaient difficiles, qui payaient pour des traitements en sachant que leurs femmes hurlaient derrière des portes closes, qui récupéraient ensuite les femmes brisées et les disaient guéries parce que le silence ressemblait à la santé mentale pour des hommes qui avaient plus besoin d'épouses obéissantes que de partenaires humaines. Thomas Carlyle a écrit dans son journal de 1874 avoir fait interner sa femme Agne pour un traitement contre l'hystérie. La dépense est considérable, mais le docteur Morrison m'assure que 6 semaines de thérapie intensive restaureront sa bonne humeur et élimineront son intérêt lassant pour le suffrage, sans jamais se demander pourquoi les opinions politiques de sa femme nécessitaient une intervention médicale, sans jamais se demander ce que signifiait une thérapie intensive, sans jamais se demander pourquoi Agne s'est rentrée à la maison avec 20 livres en moins, des bleus aux poignets et la terreur dans les yeux. Les mères qui amenaient leurs filles, les tenant parfois pendant que les médecins effectuaient les examens initiaux, se disant que c'était de l'amour, de la protection, que c'était préparer leurs filles au mariage. Car quelle était l'alternative dans un monde où des filles non mariables signifiaient la ruine sociale et le désastre économique pour des familles entières? Les infirmières, presque toujours des femmes elles-mêmes, qui préparaient les contentions, qui actionnaient les machines, qui ignoraient les cris, qui nettoyaient après, qui écrivaient dans les dossiers médicaux que les patientes étaient non coopératives, sachant que ce mot justifierait un traitement plus sévère parce qu'elles avaient besoin de leur emploi et refuser de participer signifiait devenir elles-mêmes des patientes. Mary Patterson, infirmière en chef à l'hôpital de l'État de l'Illinois de 1889 à 1903, a laissé des archives détaillées de ses tâches, forcé les femmes sur les tables d'examen, actionné des appareils vibrants pendant que les médecins prenaient des notes, administré du chloroforme aux patientes difficiles, et elle a fait cela à plus de 3000 femmes, écrivant dans son journal intime « Je me dis que leurs larmes sont des symptômes, leurs supplications des délires. Car si je croyais le contraire, je ne pourrais pas continuer. » Toute la structure sociale était investie dans ce système. Les juges qui statuaient que les maris avaient une autorité absolue sur les décisions médicales de leurs épouses, les législateurs qui adoptaient des lois permettant l'internement forcé pour aliénation morale, la police qui ramenait les patientes évadées de l'asile sans poser de questions, les journalistes qui écrivaient des articles compatissants sur le fardeau que les épouses hystériques imposaient à des maris qui souffraient depuis longtemps, les domestiques qui témoignaient contre leur maîtresse lors des audiences d'internement, affirmant avoir été témoins de comportements anormaux, comme lire la nuit ou refuser le petit déjeuner,
sachant que leurs témoignages enverraient des femmes à l'asile, mais sachant aussi que refuser de témoigner signifiait le chômage et la misère. La Société de tempérance des femmes méthodistes de Boston a même collecté des fonds pour construire une aile d'un asile spécifiquement pour traiter les troubles féminins, croyant aider les femmes déchues à trouver la rédemption par l'intervention médicale, sans jamais se demander pourquoi la rédemption nécessitait une violation mécanique et une mutilation chirurgicale. Les pharmaciens qui vendaient du chloroforme spécifiquement commercialisé pour gérer les patientes difficiles, qui savaient exactement à quoi il servait, qui profitaient du fait que les femmes étaient droguées pour être soumises, qui tenaient des registres précis des foyers qui en achetaient le plus, créant une carte de l'abus médical cachée dans les registres pharmaceutiques. Même les femmes qui survivaient devenaient souvent complices, disant aux plus jeunes de se soumettre tranquillement car la résistance ne faisait qu'empirer les choses, apprenant à leurs filles à cacher leur intelligence, à feindre la stupidité comme stratégie de survie, transmettant un traumatisme déguisé en sagesse, car reconnaître ce qui leur avait été fait signifiait reconnaître qu'elles avaient été détruites pour rien. Le mal ne requiert que des gens ordinaires faisant leur travail, suivant les ordres, maintenant les systèmes, choisissant le confort personnel plutôt que l'humanité des autres, et chaque ordonnance exécutée, chaque formulaire d'internement signé, chaque cri ignoré, était un autre fil dans la toile qui a piégé des millions de femmes dans des chambres de torture médicalisées décorées pour ressembler à des hôpitaux, des asiles et des cabinets de médecins respectables. Retournez aux archives. Les documents sont numérisés, préservés, révélés. Chaque page scannée contient l'histoire d'une autre femme, un autre nom sauvé d'un effacement délibéré, une autre preuve que cela s'est produit, que c'était réel, que c'était systématique, soutenu et célébré comme un progrès médical, tandis que les corps des femmes s'entassaient dans les cimetières des asiles et que leur voix était littéralement coupée de l'histoire. Nous choisissons ce dont nous nous souvenons et ce que nous oublions. Et pendant plus d'un siècle, nous avons choisi d'oublier cela, de l'enterrer sous des euphémismes et un jargon académique, de laisser Rachel Maines nous convaincre que tout n'était qu'un malentendu ridicule sur la pruderie victorienne, plutôt que de faire face à la vérité que l'établissement médical a systématiquement torturé la moitié de la population pour le crime d'être femme et insuffisamment docile. Le danger de l'histoire aseptisée n'est pas seulement que nous perdons la vérité, mais que nous perdons l'avertissement. Car chaque génération se croit plus éclairée que la précédente, pense qu'elle ne participerait jamais à un mal aussi évident, tout en rejetant la douleur des femmes, en pathologisant la colère des femmes, en médicalisant la résistance des femmes avec les outils que la technologie actuelle fournit. Le pouvoir et le contrôle déguisés en soins de santé, voilà le fil conducteur constant des utérus errants de l'Égypte ancienne aux vibrateurs victoriens, jusqu'à la surprescription actuelle de médicaments psychiatriques aux femmes qui osent signaler que quelque chose ne va pas dans leur corps, qu'elles souffrent, qu'elles ont besoin d'aide et non de rejet, de traitement et non de gaslighting, de croyance et non de l'équivalent moderne d'être attachées à une table pendant que des hommes décident de ce qui est le mieux. L'establishment médical n'a pas fondamentalement changé. Il est simplement devenu meilleur pour cacher la violence derrière des codes d'assurance et des noms de produits pharmaceutiques, meilleur pour faire en sorte que les femmes intériorisent la culpabilité de leur propre souffrance, meilleur pour nous convaincre que remettre en question l'autorité médicale fait de nous des patientes difficiles plutôt que des êtres humains exigeant une dignité élémentaire. En ce moment même, quelque part, on dit à une femme que ses symptômes sont de l'anxiété alors qu'elle a une maladie auto-immune, on prescrit des antidépresseurs à une autre pour des douleurs d'endométriose, on interne une autre pour une psychose postpartum qui est en fait une thyroïdite, et elles vivent toute la même trahison fondamentale que ces femmes victoriennes ont connue. Un système médical qui préfère faire taire les femmes plutôt que de les guérir. Les documents de ces archives ne sont pas de simples artefacts historiques, ce sont les preuves d'un crime en cours, la preuve que la misogynie médicale ne s'est pas terminée avec l'ère victorienne, mais a évolué, s'est adaptée, a appris à se cacher derrière un langage progressiste, tout en conservant la même fonction essentielle. Contrôler le corps des femmes, pathologiser la résistance des femmes, briser l'esprit des femmes, tout en appelant cela un traitement. Nous numérisons ces archives non pas comme des curiosités, mais comme des avertissements, comme des témoignages,
comme les voix de millions de femmes qui nous parviennent à travers le temps pour nous dire que cela leur est arrivé et que cela nous arrive encore, juste avec des machines différentes, des diagnostics différents, des justifications différentes pour la même violation fondamentale. Écoutez la voix des femmes, vraiment écouter, non pas interpréter ou rejeter ou pathologiser, mais croire réellement les femmes sur leurs propres expériences, voilà l'acte radical qui aurait pu empêcher tout cela, et qui pourrait encore empêcher toute horreur technologique que nous normalisons actuellement au nom de la santé des femmes. Chaque femme qui lit ces archives se voit dans ces histoires, reconnaît le rejet, le gaslighting, le moment où l'incrédulité d'un médecin est devenue plus réelle que sa propre douleur, où elle a commencé à douter de son propre corps parce que l'autorité médicale disait que sa souffrance était imaginaire, hystérique, tout dans sa tête. La prochaine fois que quelqu'un dira « hystérie », souvenez-vous, il ne s'est jamais agi de guérir. Il s'est toujours agi de contrôler. La question est, qu'allons-nous faire maintenant ?